Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Bonjour tout le monde, salut Pierre. Salut Malolo, j'ai pas encore branché mon casque. Mais alors comment se fait-ce En fait c'est simple, ça c'est à cause des bouchons, des ralentissements. Tu vois, finalement, j'arrive trop tard, j'ai plus le temps de mettre mon casque parce que je teste le 110 km/h sur autoroute, donc je me mets à lambiner derrière. Eh bien ça marche pas. Et puis quand j'arrive sur Paris pour enregistrer, qu'est-ce qui se passe? Je teste le 30 km/h, donc je roule à 20. Et quand je roule à 20, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'en ai croisé un comme moi qui roulait pas vite. Il était en warning, il avait un problème parce que les autres ils roulent bien au-dessus. Et puis par-dessus tout. On va peut-être arrêter là, non? Parce que non, en fait, on va pas arrêter parce que moi tu en m'as plus complètement perdu là, en Pierre. plus moi je prends un SUV. Alors quand je prends mon SUV maintenant, j'aurais plus le droit de rouler. En tout cas, c'est ce que les écolos me disent. Donc tu vois Lolo, au final quand je regarde ma vie, je me dis que bientôt je vais finir sur un vélo cargo, moi et mes 3 enfants. Ceci dit, vous savez que les cyclistes sont plutôt bien joliment faits parce qu'à force de pédaler, ils ont des jolies jambes. Donc oui, ça mais enfin, bien. on n'a pas gagné le Tour de France non plus. Alors je sais pas où ils pédalent. Allez, on revient mais sur croire notre que ça monte pas assez à Paris. sujet. Ça roule les dimanches soirs évidemment avec vous au 0826 300 300. N'oubliez pas que avant 19h, vous avez rendez-vous avec l'ami Pierre. Vous l'avez constaté, qui est très en forme. On vous propose de venir débattre et d'échanger avec lui une idée, envie de dire que vous êtes pour ou contre quelque chose sur la route. Eh bien, vous venez débattre avec Pierre Chasseret, DG de 40 millions J'ai une grande idée pour les écolos. d'automobilistes. Alors je le dis, pour tous les écolos qui nous sortent un jour une connerie. Il y avait une émission un jour, c'était un jour un livre. Là maintenant, c'est un jour une connerie. J'ai une grande idée. Ils devraient interdire les pneus. Parce que s'ils interdisent les pneus, il n'y a plus de voitures. Donc ça, c'est une bonne idée pour eux. Ils interdisent tous les pneumatiques. Non, je dis ça parce que j'ai vu aussi que Michelin a sorti, ça y est, le premier pneumatique qui n'a plus besoin d'air. Ça y est, il va sortir. Donc c'est hyper intéressant comme thématique aussi. Il faudra qu'on en parle. On a des choses Thématique aujourd'hui, en tout cas. Nous allons revenir sur ce qui se passe, sur la folie des camping-cars, sur le bonheur d'être nomade. Il y a le salon des véhicules de loisirs et on va parler de cette... moi, je suis assez partante. D'ailleurs, je trouve ça tellement bien de pouvoir, comme la tortue, avoir sa maison sur le dos. Je trouve ça génial. Et tu sais comment j'appelle ça, moi, Lolo? J'appelle ça un bonhomme maison. Quand je me promène, je dis tiens, il y a un bonhomme maison. Et c'est vrai que quand on est automobiliste, on se dit toujours qu'on lambine derrière, on n'arrive pas à doubler parce qu'on n'a pas une super visibilité. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tolérance à l'égard de ces gens qui aiment la France, qui aiment le territoire, parce que c'est du partage, le camping-car. Quand on en parle, ça va te plaire, parce que le petit côté, je visite la France, je peux m'arrêter dans un petit domaine ou deux, je vais manger un petit bout, et puis en plus, on n'a pas besoin de faire la route pour rentrer à l'hôtel. On gare le camping-car, Lolo, on dort dedans juste à côté. Comme ça, entre faire la fête et conduire, on a choisi, on fait les deux. On en parlera puisqu'il s'agit du 55e salon des véhicules de loisirs. Ça se passe sur Paris-Le Bourget. Ça a commencé hier, donc on est en plein dedans aujourd'hui, dimanche soir, et ça va aller, je crois, jusqu'à la fin de... là, c'est la fin de semaine, du 25 au 3 octobre exactement, pour être précis. C'est un salon qui cartonne tous les ans, parce que le camping-car, en fait, ça plaît beaucoup. Alors peut-être que vous dites, oh, quand même, mais ça nous titille tous à un moment. Si je vous proposais, tiens, à vous qui nous écoutez, je vous proposais de vous donner les clés pendant un mois d'un camping-car pour aller où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Ah j'aime bien le avec qui, moi. L'idée, oui, moi aussi. L'idée est séduisante. Mais derrière, il y a aussi peut-être des petites contraintes à lever. On posera toutes nos questions à notre invité. Et puis, tout de suite, le gros sujet de Ça roule. Vous qui nous écoutez peut-être en rentrant de week-end, en vous promenant, en partant, ramener les enfants. On le sait bien, des fois, il y a des couples comme ça qui se sont séparés ou qui êtes tranquilles à la maison. Le grand sujet, vous qui avez un SUV, vous l'avez entendu la semaine dernière, eh bien, il y a une candidate écologiste qui veut interdire les SUV car elle dit c'est hors de question de continuer de se promener avec 1,5 tonne de fer. Ouais. Et alors c'est plus que ça, c'est non seulement les SUV, mais tout ce qui fait plus d'1,5 tonne. Alors comme, ils sont pas brillants, ces gens-là, il faut quand même leur expliquer beaucoup de choses. Les voitures électriques, elles font plus d'1,5 tonne. Donc là, on va commencer à avoir un problème. Mais cependant, que pensez-vous de cette idée saugrenue de vouloir interdire tous les véhicules de plus d'1,5 tonne? Et puis surtout, on va décrypter avec notre invité tout de suite, Laurence.
Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça pollue davantage parce que c'est un peu plus lourd? Ça, c'est peut-être la vraie question. Fabrice Godefroy est avec nous. Bonjour Monsieur Godefroy. Bonjour à vous tous. Expert mobilité pour 40 millions d'automobilistes. C'est pour vous l'un des sujets qui vous fait le plus hurler parce que les SUV, c'est quoi? 40% des ventes actuelles en France? Alors 40% des ventes, et effectivement, c'est le nouveau véhicule multi-usage familial qui a d'ailleurs remplacé le monospace, qui a remplacé le gros break que l'on avait avant. Donc en fait, c'est une évolution de la voiture qui est logique. En plus de ça, je pense qu'on est en train de se tromper de débat sur le poids du véhicule parce que comme l'a dit Pierre, en dehors de l'usage et du besoin que l'on a, techniquement, les véhicules grossissent tous actuellement. Ouais. Ils grossissent tous. Je regardais ils s'alourdissent tous avec l'électrique. C'est logique. Je regardais une Golf 1 des années 80 par rapport à une Golf actuelle. Elle a pratiquement doublé de poids et doublé de taille. Ce qui est complètement logique en fait. Sécurité. Technologie. En fait, dedans, il y a les options de sécurité, les options de dépollution. Donc celles que d'ailleurs les élus votent, donc évidemment il faut les mettre dedans, et les options de confort aussi. Oui, concrètement, un filtre à particules, ça pèse. Alors c'est un filtre peu de à poids, particules, un système SR, un turbo. Maintenant les turbos se généralisent. Donc tout ça, ce qui est maintenant sécurité aussi. Oui, et les puis airbags, et puis GPS, voilà. nouvelles technologies. Il y a un truc génial. À l'époque, la ceinture pour les enfants, les sièges auto à l'arrière, tout ça, c'était pas forcément obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, dorénavant, on a des équipements pour les enfants. Donc les constructeurs, ils se sont dit, on a de plus en plus de familles recomposées qui peuvent être, alors vous avez des familles où la semaine, monsieur ou madame est toute seule, et puis le reste de le week-end, ils se retrouvent à 3 ou 4 dans la voiture. C'est possible. Eh bien, il faut considérer qu'aujourd'hui, quand tu veux, Lolo, mettre 3 sièges auto à l'arrière pour des enfants, 3 dispositifs, même avec des rehausseurs pour les enfants, 3 rehausseurs dans une Clio, ça marche pas. Donc, les constructeurs ont suivi ce mouvement sociologique un petit peu de la famille pour élargir un petit peu le véhicule. Mais alors, attendez, parce que là, moi, j'aimerais qu'on revienne au centre de ce sujet. Est-ce que cette candidate écologiste a raison de dire aujourd'hui qu'il faut qu'on se sépare des véhicules SUV et des véhicules de plus d'une tonne 5? Je pense que tout le monde a noté une chose. Il est là le sujet. Ouais, mais je pense que tout le monde a noté une chose, c'est qu'actuellement c'est la compilation, le best-of anti-automobile sur tous les sujets. Ouais. Donc le SUV, tu te rappelles Pierre, il y avait WWF il y a 1 an qui avait fait un rapport là-dessus à charge que j'ai relu hier pour me remettre dans le contexte. Pour rire. Et eux-mêmes, effectivement, constatent que les véhicules grossissent. Mais en fait, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est s'ils grossissent pour le bien de l'automobiliste, de la sécurité et de la dépollution et de faire qu'un véhicule consomme beaucoup moins. Alors, c'est ça l'objectif. Question pour un champion, Fabrice Godefroy. Première question. Je prends un Renault Espace de 1990. Je le compare, je sais pas moi, à un Peugeot 5008. Allons-y. Le gros, le 5008. Qu'est-ce qui pollue plus ? Alors évidemment, l'ancien véhicule pollue beaucoup plus que le nouveau. C'est logique en termes de consommation, donc en termes de CO2, mais en termes de pollution, parce qu'ils sont équipés de tous les systèmes pour les filtres à particules, pour les particules, les oxydes d'azote. Donc évidemment, ils consomment beaucoup moins. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce qu'il faudrait regarder, c'est ce que les constructeurs sont capables de faire au niveau efficience des véhicules. Et vous vous rappelez, il y a maintenant 1 an ou 2, on est dans des objectifs extrêmement drastiques de baisse des CO2 et les fameux 95 grammes en moyenne pour les constructeurs qui paraissaient insurmontables parce que c'était évidemment une baisse très importante. Les constructeurs, malgré l'arrivée des SUV, en moyenne, sont capables de les obtenir. Donc c'est bien la preuve que le véhicule grossit. C'est un bien pour l'automobiliste, mais c'est un bien aussi au niveau de la sécurité, du confort et de la dépollution et moins de consommation. Donc le sujet, il est là. Jean-Pierre nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour à votre invité. Salut Jean-Pierre. Moi, ce qu'il faudrait surtout interdire, c'est les écolos. Les écolos, Oui. Ah, putain. Ou alors les mettre à Charenton. Oh non, vous êtes dur là. Mais non, réaliste tout simplement. Moi j'ai un SUV mazout avec l'AD Blue, il ne parle pas de l'AD Blue. Si, on va en parler. Puis j'ai vu l'autre jour chez Stéphane Soulier un gars qui avait fait un filtre, un aspirateur pour aspirer les poussières de plaquettes. Et ben voilà, ils n'en parlent pas ça. Alors si. Et ça augmentera forcément le poids. Attendez, écoutez Jean-Pierre, s'il vous plaît. Mais en fait, Jean-Pierre, ça va augmenter le poids, c'est ce que dit Fabrice Godefroy. C'est bien beau les systèmes de dépollution, mais ça augmente le poids des véhicules. Donc si on augmente le poids du véhicule, ça se traduit par une surconsommation, un petit peu, dans un premier temps, et ça se traduit par du poids en plus sur la voiture. Jean-Pierre ? Moi j'ai une formule vachement écologique, on remet
les voitures avec les chevaux, Fontainebleau, Paris, 2 jours. Et puis je vais vous dire, avec les armes qu'on a au gouvernement, on n'est pas prêt d'être en rupture d'équipement. Ah oui, là vous Jean-Pierre, vous nous appelez de Montpellier, vous trouvez que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Jean-Pierre, le pauvre. Jérôme Beglet qui était hier chez Pascal Praud, il disait mais Sandrine Rousseau, c'est le retour des visiteurs. Hein. Bon, non, alors on va être gentil avec elle. Moi en plus, si, Jean-Pierre, non, on peut se respecter, on peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on peut se respecter. Le monde irait beaucoup mieux si les gens se respectaient. Alors en plus, Jean-Pierre, je vais vous dire la vérité. Nous prendre pour des jambons. Hein. Non mais Jean-Pierre. Non mais ça, d'accord, ça c'est drôle. Jean-Pierre, je vais vous raconter un truc. Je l'ai rencontré, Sandrine Rousseau. On n'attaque pas la personne. Et en fait, quand j'ai rencontré, humainement, alors on est d'accord sur rien. Hein, c'est-à-dire, on peut parler pendant 3 jours avec Sandrine, on sera d'accord sur rien. En revanche, je dois reconnaître qu'elle est plutôt sympa. Oui. Non, mais vraiment, elle est plutôt sympa. Ça, c'est une réalité. Je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer Anne Hidalgo plusieurs fois. Alors là, c'est encore pire. Non seulement on est d'accord sur rien, mais je pense qu'on peut nous enfermer dans une pièce pendant 15 ans, on sera toujours d'accord sur rien. Mais humainement, je dois avouer qu'elle est quand même super sympa. Non, mais vraiment, hein, c'est une réalité. Non, mais c'est parce que ce sont des filles, ça c'est du Pierre Chasseret. Quoi. Non, je rigole, je taquine. Mais vous voyez, Jean-Pierre, moi je suis d'accord avec vous sur l'intégralité de ce que vous dites. Bien sûr, là, ils sont déconnectés, mais ça se traduit dans les votes. Regardez les intentions de vote. Sandrine, elle pèse 2% des votes potentiels. Oui, mais attention, Pierre Chasseret, je suis pas d'accord. Vous avez vu le nombre de mairies qui sont passées sur le côté vert et écologiste. Mais justement, ça y est, tout le monde est vacciné. J'ai envie de dire, une fois qu'on teste une fois, on prend un maire écolo, première mesure qu'il prend, on se dit tiens, il va faire de la sécurité, il va faire de l'emploi, il va faire du logement, il va faire des transports. Première mesure, il dit je vais interdire les sapins de Noël. Bon, moi je me mets à la place de celui qui a voté, il se dit là, on a peut-être touché le fond du faitout, on a raclé les bords. Hein. Merci. Donc, en tout cas, Jean-Pierre, d'être intervenu, mais est-ce que parce que c'est ce qu'on appelle un serpent de mer, c'est que ça revient ces histoires. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on entend parler de cela. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont pas réussir leur coup? Non, c'est parce qu'ils pensent que c'est populaire. En fait, c'est de la politique. Alors moi, tu sais que Lolo, je viens de ça, donc je connais un peu les méthodes et les ficelles. En fait, la politique, c'est quoi? C'est des gens qui se disent, c'est quoi ma base électorale? Ils veulent pas séduire davantage. Ils veulent être persuadés que ceux qu'ils visent vont vraiment voter pour eux. Alors ils se disent, dans les centres-villes, il y a beaucoup de monde. Si on veut faire et on veut peser dans le score, on va être des politiciens de centre-ville. Et ils prennent des mesures, voilà, ils parlent du poids des SUV, ils pensent que ça fait bien. Vous savez, en France, on a la chance d'avoir un vaccin, c'est la taxonite. Et dans la taxonite, on commence... on a un rappel tous les ans. Voilà, et justement, c'est que là, on est en train de préparer quoi? On est en train de préparer, là, on parle des SUV, du poids comme par hasard. Au mois de janvier 2022, qu'est-ce qui va arriver? La taxe sur le poids des véhicules, le malus. Comme par hasard. Ouais. C'est-à-dire qu'on va rajouter au malus actuellement sur le CO2, qui déjà chaque année devient très dur. Il faut quand même se rappeler que le maximum du malus en 2019, il était à 10 500. Il est à 30 000 euros le maximum aujourd'hui. En 2022, il sera à 40 000 euros et en 2023, il sera à 50 000 euros. Donc malgré l'augmentation du malus qui va être très très fort, ou bientôt il y aura plus de malus que le prix du véhicule. Le prix de la voiture. Et derrière, il y a en plus qui se cumule la taxe sur le poids qui arrive l'année prochaine. Donc vous êtes en train de dire quoi, Fabrice? C'est ça. C'est-à-dire que vous dites que les candidats aujourd'hui au présidentiel... On prépare le donc ça s'appelle de la manipulation de la population. Évidemment. On continue d'en parler dans quelques instants, parce que là, vous venez de lancer... quelque chose de très très lourd. Et vous, est-ce que à votre avis... D'ailleurs, il va être taxé, parce que c'est très lourd. Cette sortie de la candidate Europe Écologie Les Verts, il nous faut sortir des SUV, on ne peut pas se déplacer avec 1,5 tonne de fer. Selon vous, c'est effectivement quelque chose qui est en train de proposer, de préparer la suite, de préparer nos cerveaux, comme disait une célèbre chaîne de télévision, à boire du coca, et bien là, à accepter le malus au poids à venir. 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons de débattre ensemble et avec vous en ce dimanche fin d'après-midi. Nous sommes avec vous et avec Fabrice Godefroy, qui est entre autres l'expert mobilité de 40 millions d'automobilistes. Et on revient sur ce sujet, Pierre, qui nous a fait une fois de plus réagir. Sandrine Rousseau, donc candidate pour Écologie Les Verts, qui veut sortir des SUV et on ne peut plus se déplacer avec 1,5 tonne de fer. En gros, elle veut les éradiquer.
Ouais, moi je l'ai connu moins bégueule quand il s'agissait de monter dans un taxi à l'époque. Regardez pas le poids du véhicule. Allez, hop, ça c'est fait. Non, mais j'ai horreur de tous ces donneurs de leçons qui viennent agiter leur petit drapeau vert pour se donner l'air malin, pour montrer qu'eux aussi ils font bien, ils sont écolos, machin et tout. Mais est-ce que et au c'est final, faisable? ils s'appliquent pas cette vie aux autres. Non, puis est-ce Ils que c'est s'appliquent pas faisable cette vie à eux-mêmes. Alors, économiquement, au niveau des constructeurs, ça comment on pose fait? beaucoup de problèmes. C'est ouais. que le SUV, maintenant, c'est le véhicule familial. Mais j'ai envie de dire, le véhicule de plus d'une tonne 5, quel qu'il soit, c'est le véhicule familial. Que ce soit un Volkswagen Touran ou n'importe quoi, c'est un véhicule familial. Donc ça veut dire que c'est la négation de la famille, par définition. Ça veut dire qu'en voulant interdire de circuler des gens qui ont un véhicule d'une tonne 5, c'est la négation de la famille. C'est la négation aussi des nouvelles technologies, Fabrice Godefroy. Parce que l'hybride... Tout à fait. Eh ben ça fait forcément plus d'une tonne 5. Alors, explication, pourquoi l'hybride est plus lourd? Évidemment, le sujet du poids, je pense que c'est le mauvais débat, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, donc sécurité, confort, dépollution, il faut bien mettre ces technologies dans les véhicules. Mais en dehors de ça, on demande aux constructeurs d'avoir de plus en plus de véhicules électrifiés, hybrides, donc avec une double technologie, c'est-à-dire à la fois le moteur thermique, mais aussi une batterie lithium et tout ce qu'il faut derrière. Donc forcément, c'est forcément plus lourd. On va être honnête, le poids d'une batterie électrique, je vous déconseille d'emmener ça quand vous partez en voyage. C'est extrêmement lourd. Ça peut représenter, si je dis pas de bêtises, un énorme pourcentage du poids de la voiture. Vous allez rire, les garçons. Parfois, ça peut être la moitié du poids ou un tiers du poids de la voiture. La voiture électrique, la plus connue aujourd'hui, la plus chère, qui commence par un T, qui se termine par là. Elle fait plus d'une tonne 5, elle fait plus d'une tonne 5. Alors, que disent dans ces cas-là les écologistes? Alors, bon, et après, il faut être honnête. Sur les taxes, sur le poids, on en a parlé tout à l'heure. Non, mais elle veut interdire une tonne 5 de fer. Je pense que justement, c'est là, il y a deux débats. Il y a les gens qui, de toute façon, ne tiennent même pas compte de ce qui va se passer et qui disent, bon, il faut interdire les voitures qui grossissent de plus en plus, alors qu'elles grossissent de plus en plus pour moins polluer et moins consommer. Donc, c'est même l'intérêt. On en a parlé. D'accord. Mais en dehors de ça, la taxe qui arrive sur le poids va exclure quand même les véhicules 100% électriques et les hybrides rechargeables. Donc ça, ils en tiennent compte comme quoi. Mais par contre, le full hybride est dedans. Non, mais la question, elle n'est pas là. L'hybride non rechargeable, je pense à tous les chauffeurs de taxi là, qui roulent en Toyota Prius et dérivés de chez Toyota. Tous ceux qui roulent Honda, notamment sur le CR-V hybride, eux, ils font quoi? Ils sont exclus, donc c'est une taxe. Ah bah de toute façon la taxe, alors c'est sur l'achat des véhicules, c'est pas une taxe, c'est sur l'achat des véhicules. Donc c'est sur les prochains véhicules qui vont entrer, on a un malus qui se renforce très fortement sur le CO2 et sur le poids. Mais ça se cumule alors que évidemment sur le CO2, on tient compte forcément d'une partie du poids parce que le CO2 c'est quoi? C'est la consommation du véhicule par le moteur, mais c'est aussi le poids et l'aérodynamisme du véhicule. Moi, j'ai juste une question. Non mais le truc c'est que, excusez-moi les garçons, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais cette candidate à la présidentielle dit il faut arrêter de rouler avec une tonne 5 de fer. Cette fameuse voiture électrique la plus chère, elle fait une tonne 9 pour la Y, elle fait le modèle 3 jusqu'à une tonne 8, donc on ne pourra même plus rouler avec des voitures électriques. Donc mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Non mais pire, c'est complètement débile, parce qu'en fait, en donnant ce rapport-là, en disant une tonne 5, tu vois, on dit ça, on dit ah ouais, c'est beaucoup. Sauf qu'il faut savoir que, je sais pas, moi, une New Beetle, ça fait une tonne 2, quoi, une tonne 3. Une Smart, ça fait plus d'une tonne. Donc, quand on dit une tonne 5, en fait, il faut savoir que les autres véhicules, elles pèsent pas 500 grammes non plus. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir des gens qui font de la politique en France et qui parlent des dossiers qu'ils connaissent, ou tout au moins qu'ils s'intéressent aux dossiers avant de dire quoi que ce soit? Je pense qu'en plus, tous ces rapports sont vraiment très orientés. Quand je prends le rapport du WWF, qui avait lancé un peu ça il y a un an, quand je vois la page de garde du rapport, on voit quoi dessus? Pas un gros SUV. Non, on voit un gros 4x4. Oui, un gros 4x4. Donc, en plus, on fait l'amalgame gros 4x4 et SUV et on fait exprès de l'orienter. Alors, si vous avez un camping-car, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a le salon des véhicules de loisirs. Vous n'avez plus le droit de rouler parce que vous avez un camping-car. Pour finir sur l'orientation, c'est que derrière, après, on a des gens qui réagissent mal. Est-ce que tu te rappelles, il y a un an, il y avait une organisation qui voulait crever les pneus ou dégonfler les pneus des SUV. Mais oui, donc derrière, ça a des répercussions. C'est-à-dire qu'on emmène des gens vers des choses extrêmement négatives. Donc, faut faire professionnellement, comment on fait quand on est artisan, qu'on a un petit fourgon qui fait plus d'une tonne 5, on n'a plus le droit de rouler Lolo, le problème de l'écologie, en fait, allez, je vais être sérieux pour une fois. Il y a deux visions de l'écologie.
Il y a une vision recherche et développement. On se dit, il faut améliorer les choses. Et puis, le meilleur moyen que ça pollue moins, c'est d'améliorer, d'investir, de rechercher, de faire confiance. C'est le principe du TGV. C'est-à-dire qu'avant le TGV, il y a une locomotive à vapeur. Sandrine Rousseau, à l'époque du locomotive à vapeur, elle serait couchée sur les rails. Mais sauf que aujourd'hui, on a un moyen qui est... Alors certes, c'est de l'électricité, c'est pas totalement... Rien n'est neutre, hein, mais c'est quand même globalement plutôt pas mal et réussi. Même chose dans la voiture. Mais il y a une deuxième partie des écolos qui, eux, sont des décroissants. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Ils parlent du principe qu'une voiture pollue. Alors, ils viennent de découvrir ça il y a quelques années. Avant, ils ne savaient pas. Mais là, ils ont découvert que la voiture pollue, donc ils disent il faut plus de voitures. Alors, ils n'ont pas encore compris que leur smartphone, par exemple, polluait. Parce que sinon, ça ferait du bien à tout le monde, ils arrêteraient de parler. Mais c'est la même chose. J'ai lu une étude qui disait que dans 20 ans, c'est pas loin 20 ans, 25% des émissions mondiales de CO2, ce serait le numérique. C'est-à-dire nos téléphones, nos ordinateurs. On pèse déjà très lourd. Est-ce qu'il y a un mec en France qui se dit... Ou une nana. Non, mais c'est pareil, c'est global, c'est les droits de l'homme et du citoyen, tu vois. Est-ce qu'il y en a un seul sur la planète qui est en train de se dire vite, je broie mon téléphone en deux? Non, personne. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on va améliorer tout ça. Je me rappelle du premier iPhone. À l'intérieur, il y avait du mercure. C'était pas bon, hein, c'était pas glop. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bossé, maintenant il n'y en a plus. C'est-à-dire que c'est la recherche et développement à travers des innovations qui fait que demain, on est mieux. Et je le rappelle, la qualité de l'air en France n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. On n'a jamais respiré aussi bon, aussi bien. Fabrice Godefroy veut réagir. Je pense que les anti-voitures, ils le font par étapes. Donc, on a tous noté 2014, 2012. 2012, ça a commencé. D'abord, on a tapé sur le diesel. Ouais. Après, on a tapé sur l'essence. Et d'ailleurs, le résultat de l'objectif, c'est fin du moteur thermique des ventes en 2035. C'est l'Europe qui veut ça. Des moteurs thermique. On n'a pas dit d'abord le diesel, après l'essence. Après, on a tapé sur les hybrides rechargeables. Après, on a commencé à taper sur les hybrides en disant oui, mais si on ne l'utilise pas bien, les hybrides rechargeables, ça pollue. Ce qui est vrai, il faut utiliser parfaitement le véhicule. Et il faut le recharger, évidemment. Et puis maintenant, on est sur le SUV. Et bientôt, quand on aura tapé sur tout, ça sera l'électrique. Donc, c'est vraiment la voiture. Et d'ailleurs, les 30 km/h, les 110 sur autoroute. Donc, on voit bien que c'est... Regardez, la journée sans voiture. Le dimanche en pleine dernier, semaine de la mobilité. La journée sans voiture, mais sans voiture électrique aussi. Pas que voiture thermique. La journée sans voiture électrique aussi. Et puis à quand on va nous demander d'arrêter les vélos? Parce que qu'est-ce qu'on fait de toute la ferraille de ces vélos? Parce qu'il y a des milliers de vélos, les trottinettes électriques. Non, mais la journée sans voiture, moi, je rigole une année sur deux parce qu'en fait, une fois sur deux, il flotte. Et une fois sur deux, la journée sans voiture, c'est surtout la journée sans piéton, quoi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'au bout d'un moment, la voiture, c'est un lien social. Non, mais ça, c'est peut-être plus un... C'est de la symbolique, c'est du blabla, c'est pour faire de la politique. Oui, non, mais c'est rigolo, mais au bout d'un moment, pas la peine d'en faire des caisses comme ça. Des caisses quand on parle de voiture? Ouais, mais excuse-moi, je veux dire, à la Ferté-Bernard, il y a le marché le lundi, les voitures passent pas et c'est pas la fin du monde et on n'en fait pas tout un pataquès à la télé. Et pourtant, le marché, il est autrement plus sympa que de se promener à côté de bobos qui pensent que la planète va leur tomber dessus. Je conseille à tout le monde d'aller chercher du fromage au marché de la Ferté-Bernard. Voilà. Bam, ça c'est fait. Non, mais, et puis, moi, je pense que pour certains bobos de centre-ville qui pensent que la planète va s'effondrer demain, ça leur fera du bien. Alors, pas besoin, alors on leur dit, pas besoin de passeport pour sortir du périphérique. On peut, on en revient très bien. Eh bien, je leur propose d'aller s'aérer, se ventiler un peu le week-end. Ça va leur faire du bien. Voilà, parce que là, au bout d'un moment, Sandrine Rousseau, elle va pas bien. Elle va pas bien. Moi, je lui propose de venir à la maison et va voir que ça se passe bien. Pour conclure, alors on nous reste 1 minute 30 encore, mais moi je pense aussi aux professionnels du milieu de l'automobile, à ces filières, alors qui prennent très cher depuis quelques années où on tape sur l'auto. Mais une fois de plus, si en plus on enlève 40% des ventes actuelles du marché automobile... c'est le but. On va entraver effectivement toutes ces ventes et on le fait. Alors, je parlais de la taxe sur le poids, mais c'est le malus aussi qui augmente de plus en plus. Donc, d'un autre côté, les mêmes personnes en plus demandent aux constructeurs de faire des efforts technologiques qui forcément rentrent dans le véhicule, donc fait que le véhicule est un peu plus lourd parce qu'on leur demande d'avoir une meilleure efficience en fait technologique. Et derrière, on les taxe parce que le véhicule a grossi. Donc, je pense que le sujet du SUV, on se trompe de débat. Ce qui est important, c'est pas le poids du véhicule. Ce qui est important, c'est de savoir si le véhicule consomme moins et pollue moins. Et c'est le cas. Et les constructeurs arrivent à véritablement faire des progrès avec ces nouvelles technologies. Et la sécurité, c'est pareil. On parle souvent des 110 km/h, etc. Ce qui est important, c'est la sécurité. Et pour la sécurité, il faut des véhicules qui soient en sécurité, avec du confort, de la sécurité. Et donc tout ça, forcément, ça fait du poids. Donc il faut remettre le débat sur du factuel et pas des idées comme ça. Allez, on va faire la guerre contre le régime, en fait. C'est ça. Allez, ne vous faites pas avoir, en tout cas, écoutez bien entre les lignes. Si on essaie de vous séduire en disant « mais on n'a pas besoin d'un 4x4 en ville »,
C'est une forme, un SUV. C'est une forme. Oui, tout à fait. SUV, c'est juste un design. C'est aussi pour les familles. C'est comme si je vous disais, mais on n'a pas besoin d'une voiture quand on a une famille. Et ben voilà, quand ces gens prononcent cette phrase-là, eh bien ça revient au même. Non seulement c'est stupide, mais je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Et puis au-delà d'être malhonnête intellectuellement, c'est mal connaître la France, ses régions, la façon dont les Français aiment vivre, et aller dire à quelqu'un qui habite, je sais pas, en jolie campagne, qui a 4-5 enfants, qu'il n'a plus le droit d'avoir de quoi promener ses enfants. Enfin, il y a un moment, il faut être aussi un peu les pieds sur terre. Pour conclure, Fabrice. Moi, j'en ai qui me disent il faut un vélo cargo. Je leur dis écoutez, moi j'ai une femme, 3 enfants. Si je commence, je vais avoir des beaux mollets à la fin de l'année sur mon vélo cargo. J'ai trouvé qu'ils avaient changé déjà. Fabrice ? Non, je pense qu'en conclusion, effectivement, en plus SUV, on a l'image du SUV américain. Mais en Europe, les véhicules sont complètement différents. Vous vous rendez compte qu'il y a même la Mini qui est Countryman, qui est un SUV. Un SUV, exactement, donc, ou le 2008. Voilà. Et on parlait du poids des véhicules. Regardez les Golf, elles faisaient 800 kilos à l'époque, maintenant elles font 1 tonne 2, 1 tonne 3. Bon, elles grossissent. Et elles grossissent pour le bien de la voiture. Tout le monde a une voiture. Même oui, il a une voiture. Non, lui, c'est un taxi. Ah oui, c'est un taxi. Non, mais les bisounours, ils ont une voiture. Allez, on y va. Merci beaucoup. Tiens, on va passer de la voiture au camping-car. Merci à vous. Merci beaucoup. L'ami Fabrice Godefroy, expert mobilité chez 40 millions d'automobilistes, l'association qui défend l'automobiliste et pas que. Dans quelques instants, on va parler de camping-car et de ce salon, entre autres, puisqu'on est en plein dedans. Nous sommes dimanche, il a commencé hier jusqu'au 3. Nous sommes sur le fameux salon des véhicules de loisirs, la folie des camping-cars. Avec la Covid, ça s'est encore plus exprimé. On aime ça en France. Et vous, 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et oui, depuis hier, samedi, nous avons le 55e Salon des véhicules de loisirs qui a débuté, qui va se dérouler jusqu'au 3 octobre. Les salons de véhicules de loisirs pour 64% des camping-caristes et des van-lifers. Leurs véhicules permettent de s'affranchir des contraintes sanitaires, mais pas simplement. C'est vraiment quelque chose qui grossit de jour en jour, mon Pierre, et on a voulu en parler avec le rédacteur en chef de Camping Car Magazine. Il s'agit de Jean-Michel Gallet qui est à nos côtés. Bonjour. Ça fait quelques semaines que Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Que ça commence à me titiller, moi, cette affaire de camping-car. Plus je vois ça, plus je me dis qu'un jour, alors c'est marrant parce que, allez, je vais pas trahir de secret, j'ai 22 ans, plus 20, et je me dis peut-être que je vais finir à un moment donné par rentrer dans la cible. Parce que, Jean-Michel, ceux qui fréquentent un petit peu ce salon, vous allez me dire si je me trompe, mais si je regarde les tendances, j'ai l'impression que le camping-car, c'est quelque chose qu'on achète le jour où on est à la retraite, où on veut se faire plaisir, on va voir les enfants, on a envie de découvrir la France, peut-être un peu ailleurs aussi. Je me trompe ou pas ? Un petit peu. Un petit peu, oui, effectivement, un petit peu. Un peu, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai des amis qui ont 40 ans, qui ont un camping-car pour les week-ends, pour les vacances, c'est leur truc. Voilà, tout à fait. Non, mais effectivement, la grosse majorité des camping-caristes sont effectivement des gens qui sont à la retraite, qui ont terminé leur carrière, des commerçants qui ont vendu leur commerce, qui se sont fait plaisir, qui souhaitent voyager, profiter de la vie, découvrir, rencontrer des gens. Parce que c'est tout ça, le camping-car. Mais effectivement, depuis quelques années, on constate un rajeunissement également de la population camping-cariste. Et il est vrai que l'effet Covid a amorcé encore plus ce phénomène. Là, il y a eu vraiment un effet, on l'a ressenti au niveau des ventes. Là, sur le salon, on attend sur la semaine beaucoup de monde, je suppose. Mais c'est toujours un truc qui cartonne. Et pourtant, on n'est pas en plein cœur de Paris. Ah non. Non, on est au Bourget, dans les halls d'exposition du Bourget. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut prendre l'autoroute, remonter une vingtaine de minutes. C'est un peu avant Roissy, l'aéroport de Roissy. Il y a une raison pratique pour ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en camping-car. Et les parkings du Bourget sont saturés. Il y a des parkings donc, qui sont là pour accueillir les camping-cars qui restent pour certains durant toute la durée du salon. Alors tout à l'heure, vous disiez, Jean-Michel Gallet, vous qui êtes le rédacteur chef de Camping Car Magazine, qu'il y avait quand même eu l'effet Covid dans ce qu'on appelle les van-lifers. C'est pas tout à fait les mêmes que les camping-caristes. Hein. Eh bien, il y a 13% de plus de van-lifers, donc qui ont un petit van. Comment il s'appelait ce Volkswagen à l'époque Le combi qui est revenu à la mode, voilà. 13% de plus en un an.
dans les jeunes générations. Ah mais complètement. Alors, sauf qu'à l'époque, c'était un petit peu finalement le van, c'était un peu roots. C'était il y avait pas la planche à voile sur le dessus. Voilà, c'était les Beach Boys dans l'autoradio. Oui, c'était effectivement l'esprit hippie, quoi. Ouais, c'était les années 70. Là aujourd'hui, là, on part à Katmandou et puis mais bon. Aujourd'hui, bon, ça a quand même changé, déjà parce que les véhicules ont changé, ils sont quand même plus modernes, ils sont quand même plus confortables. Un petit peu plus cher aussi. Un petit peu plus cher également. Malgré tout, on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, effectivement, qui... parce que le télétravail aussi s'est popularisé, enfin c'est comment démocratisé. Donc beaucoup de jeunes qui lâchent tout, qui lâchent leur maison et qui s'achètent un van et partent sur la route et continuent leur activité malgré tout, professionnelle, à bord de leur petit camping-car. Il y a quelque chose qui va beaucoup nous plaire, Pierre et moi, c'est même l'ami Fabrice Godefroy qui est resté avec nous, je pense qu'il doit ressentir, il serait bien partir avec nous. 71% des personnes qui sont interrogées pour cette année sur la pratique du camping-car ou du van lifer invoquent la découverte de la gastronomie. Ah non, mais c'est clair. Évidemment, mais on est en plein dedans. Nous, Lolo, on est destiné dans un an à notre retraite quand on sera milliardaire. On est destiné à acheter des domaines viticoles et à faire notre propre vin. Mais on est destiné à ça. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont la passion du voyage, de la route, de la découverte des paysages, parce que pour moi, la route, c'est ça. C'est l'humain, c'est découvrir des traditions, des gastronomies, des domaines viticoles aussi, Malolo. Il est évident qu'on est, j'ai envie de dire, Jean-Michel, Laurence et moi, on est profilés pour acheter un camping-car un jour, presque. Surtout qu'on aime rouler aussi. Enfin, si vous aimez rouler, que vous aimez découvrir, que vous aimez partager, forcément, le camping-car est totalement conçu pour vous. Et vous parlez de gastronomie, effectivement, c'est un facteur essentiel dans la pratique camping-cariste. Le no-tourisme aussi. Enfin, ce sont des épicuriens pour tous les camping-caristes. Ça coûte combien ? Ils adorent ça. Ça dépend de ton camping-car. Mais admettons. Moi, j'ai Après, pas on parle des choses qui fâchent. Voilà. Parce qu'il y en a aussi. Oui, il y en a. Il y a certaines villes qui n'accueillent pas les camping-caristes. Oui. C'est encore compliqué. Alors que c'est pas très légal d'ailleurs, mais ça on va en parler dans 2 secondes. Mais ça coûte combien ? Le tarif d'entrée du camping-car. Je me fais plaisir, j'écoute. J'ai envie d'aller au salon du camping-car. Je veux une entrée de gamme. Déjà, c'est quoi le prix moyen à la louche ? Le billet, le premier billet, c'est 50-55 000 euros. En dessous, vous aurez du mal à trouver quelque chose. 9, bien sûr. 9. Monsieur Fabrice Godefroy, vous voulez dire quelque chose ? Exprimez-vous. Moi, j'ai une petite question, j'en profite pour la côté technique. Au niveau des motorisations des camping-cars, c'est quoi le mix un peu entre essence, diesel, hybride ? C'est quoi le mix actuellement ? 100% diesel. Bah ouais. 100% vous diesel. avez vu, vous avez une... 100% Donc avec diesel. une vignette critère 2 au maximum. Oui, forcément. Non mais mon Fabrice, tu t'attendais à ce qu'il te dise quoi ? Que c'est en électrique ? Mais il va faire 3 km avec son... Ouais, tout à fait. Non mais par contre, je me pose la question de qu'est-ce qui va se passer dans les villes quand les zones de faible émission vont arriver. Ça veut dire comment ça va se passer ? C'est un débat aujourd'hui qui se pose et effectivement... Ça, c'est une très bonne question parce qu'on a 11 sites ZFE, 11 métropoles aujourd'hui, pour l'instant, qui sont en cours. 11 vraiment. Comment on fait si on veut aller du côté de la métropole de Toulouse, de Rouen, ne serait-ce qu'à Paris. Mais Paris n'est pas la France. Non, mais c'est les premiers à vouloir interdire tous les diesels, y compris les critères de... C'est une ZFE importante. Dans le sud de la France, la première solution, la solution pour visiter Paris en camping-car, c'est de se rendre au camping du Bois de Boulogne. Or, le camping du Bois de Boulogne est dans la ZFE. Donc, sincèrement, je n'ai pas la solution. Et vous en parlez entre vous, oui, bien sûr. Avec les camping-caristes, avec les associations. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est un truc de malade. Ouais. On vient de toucher le truc, tu vois. On vient de toucher peut-être la question qui se profile et qui va être extrêmement complexe. C'est qu'à un moment donné, il va falloir soulever ça, parce que apparemment, ceux qui nous dirigent, n'ont pas compris l'intérêt pour le camping-car. 2, peut-être que leur suite qu'on leur réserve, peut-être qu'il n'y a pas de camping-car là-bas. Mais le deuxième point, c'est qu'on a quand même des vraies questions qui se posent sans réponse, et que pour l'instant, on joue sur une espèce de pseudo-tolérance, en fait. Complètement. Oui, c'est effectivement une pseudo-tolérance.
Il n'y a pas eu de verbalisation jusqu'à présent. Non, pour l'instant. Mais tant mieux. Mais les radars justement qui vont vérifier le système des vignettes critères vont arriver normalement l'année prochaine. Hein. Oui. Donc ça va poser un problème. Vous vous rendez compte si un usager en camping-car se rend en Normandie, par exemple, la Normandie va faire partie des zones de faible émission et qui se fait prendre un flash, donc un radar et une verbalisation, ça va être compliqué quand même. Là, je pense qu'il y a un vrai débat à aborder. Ça va être problématique. Il va falloir savoir si en France on décide de protéger l'intérêt des Français pour la route et donc pour tout ce qu'on a dit, le développement du tourisme, de la gastronomie, parce que soyons clairs, hein, c'est celui qui bouge qui fait aussi beaucoup vivre l'activité et qui participe à cette relance du territoire. Si demain on interdit tous les camping-caristes au nom du fait que ça fait plus d'1,5 tonne et que c'est diesel, on va rigoler 5 minutes quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est combien tous les camping-caristes? On a une évaluation du nombre de Français camping-caristes? Aujourd'hui, on a dépassé le parc roulant en France a dépassé les 500 000 unités. Donc on compte 2,5 par camping-car. Oui, 2,5. Allez, on est à 1,5 million de camping-caristes. 1,5 million à peu près. C'est une part importante. Hein. Très importante. Ouais, c'est une part importante. Alors, les questions qui fâchent, c'était oui, effectivement, on a de plus en plus de villes qui ont du mal et qui mettent des dispositifs, notamment sur les parkings, pour empêcher les camping-cars de passer. Est-ce que c'est légal en soi? Parce qu'on m'a toujours dit qu'un camping-car, contrairement à la caravane, un camping-car, tu n'as pas besoin de permis spécifique. Non. Une caravane, oui. Contrairement à la caravane, le camping-car est un véhicule comme les autres, que tu peux garer où tu veux, comme les autres, sur une place de stationnement pour véhicule. Vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. Le camping-car est un véhicule de catégorie M1, comme toute autre voiture. Quelle que soit sa longueur, son poids, sa hauteur, y compris les camping-cars poids lourds. Bon, effectivement, il y a quelques règles à respecter malgré tout. Il ne faut pas bloquer la circulation, il ne faut pas se garer à un emplacement dangereux. Mais ce n'est que le respect du code de la route, ni plus ni moins. Et là, pour répondre à la question de Pierre, du coup, dans quelle mesure les villes ont ce droit d'interdire Ils prennent le droit, et ce sont des arrêtés municipaux qui sont pris par les maires et qui sont combattus par une association qui s'appelle le Comité de liaison du camping-car, qui regroupe les industriels du camping-car, les concessionnaires, les distributeurs, nous-mêmes, la presse, les clubs, les fédérations. Et donc, cette association mène donc des actions devant la justice, devant les tribunaux administratifs, pour faire casser ces arrêtés, donc qui sont pour la plupart illégaux. Il me reste une petite minute là. Juste, je voudrais vous poser une petite question. Elle est très technique, très simple. Vous allez voir, vous n'allez pas vous y attendre. Je me suis toujours posé une question, moi, quand je joue un camping-car. Je me dis, mais quand il roule, toute la vaisselle qui est dans les placards et tout, ça tombe pas? Ben non, c'est hyper bien fait. Non, ça ne tombe pas. Ah non, c'est hyper bien fait. C'est collé. Non, c'est pas collé. C'est rangé. Un camping-car, c'est comme un bateau. Avant d'appareiller, si j'ose dire. Je me pose la même question. Hein. Avant d'appareiller, on range tout. On a des placards, on range tout, on cale tout. Un camping-car, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai eu la chance de partir 2 ans en animation commerciale pour des marques que je ne nommerai pas à l'époque. En camping-car. J'ai vécu 2 ans exceptionnels. Et ça tombait pas? Non. Non, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Mes parents ont eu un camping-car aussi pendant des années. C'est extrêmement bien fait. Par contre, si tu laisses ta tasse de café traîner, là, c'est pas effectivement, mais ce sont des erreurs que l'on commet. Hein, quand on débute, forcément, on laisse toujours quelque chose traîner. Et il y a forcément comme dans le film Les Soudoués. C'est le Soudoué, à un moment, il se retrouve dans le camping-car et tout, dans le placard. C'était pour une autre raison, je crois. Même. En tout cas, voilà, on voulait faire aussi un focus. Et on vous salue bien, amis camping-caristes ou van lifers, les nouvelles dénominations pour les jeunes, les gens qui aiment être en van. C'est en l'honneur du 55e Salon des véhicules de loisirs qui a donc commencé hier et qui va se dérouler jusqu'au 3 octobre. C'est là-haut, au nord de Paris, du côté du Bourget. Et puis, on vous rappelle notre invité Jean-Michel Gallet avec ce camping-car. C'est le magazine Camping-Car, exactement. Voilà, que vous voyez grâce à Pierre Chasseret qui fait du radio-achat maintenant. Ça y est, il a été
bien Je sais que tu es une spécialiste en plus. Et pour tout achat de Camping Car Magazine, vous aurez toutes les nouveautés du salon 2022, les profilés, les intégraux, les capucines, les fourgons, les vannes. Si vous le commandez tout de suite, vous le recevez chez vous. Voilà. Et pour l'achat d'un Camping Car Magazine pour la modique somme de 5,90 €, eh bien vous repartez avec la photo dédicacée de Laurence Perrault. Voilà. Change pas de métier, mon loulou, mais c'était pas mal. J'avoue, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, à suivre ce rendez-vous que vous aimez bien. Vous le savez, on vous le propose depuis le début de la saison. Tous les dimanches aux alentours de 18h45, eh bien, on vous donne la parole pour venir échanger avec monsieur le DG de 40 millions d'automobilistes et évidemment sur Sud Radio, 40 millions, c'est Pierre Chasseret. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés dans la dernière partie de Sarroul le dimanche soir. Et c'est un rendez-vous que vous aimez beaucoup. Alors, je vous réexplique rapidement. Vous voulez échanger sur quelque chose qui vous ennuie, sur la politique routière. Vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Vous venez en débattre avec Pierre Chasseret de Sud Radio et surtout DG de 40 millions d'automobilistes. Et vous êtes nombreux aussi à nous avoir laissé des messages sur la page Facebook. Donc, on prend vos messages et on vous propose d'intervenir dimanche prochain, par exemple. Mais pour l'heure, Pierre, je te propose de rencontrer Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Bonjour Jacques. Alors qu'est-ce qu'il dit Jacques ? Eh ben, il dit qu'une politique de sécurité routière se met toujours en place dans un contexte. Bon, actuellement, la dette de la France est à 118% du PIB. On peut peut-être s'attendre à un durcissement de la répression. Est-ce que les gens qui nous dirigent sont suffisamment altruistes pour avoir comme priorité notre sécurité ? On ne va pas nous faire croire que l'argent ne joue pas là-dedans. Je pense que cette répression, c'est un impôt qui ne dit pas son nom, puisqu'il rentre bien dans le budget de l'État. Voilà. Alors Jacques a dit, grosso modo, la répression, il y a forcément une volonté un peu d'argent. Alors Jacques, je vous réponds, oui, vous avez raison, et je vais vous donner les arguments, parce que quelquefois on a une pensée et on se dit mince, peut-être que, mais on ne sait pas véritablement. Je vais vous donner un argument très simple, c'est que chaque année, l'Assemblée nationale, vous le savez, vote le budget de l'État. Et chaque année, ils mettent plus d'argent dans la case collecte de l'argent des radars, notamment. C'est ce qui fait qu'on budgète... Oui, ça je le savais, oui. Ah ouais, mais c'est quand même hallucinant. Ça veut dire qu'on budgète davantage. Donc on budgète une rentabilité. Par exemple, lorsqu'on a mis en place le 80 km/h, l'Assemblée nationale avait budgété de collecter davantage d'argent des radars grâce à la politique 80 km/h. Alors moi, ça me gêne un peu, parce que d'un côté, on avait Édouard Philippe qui nous expliquait peut-être de bonne foi, espérons-le, qu'il ne faisait pas ça pour l'argent, mais pour la sécurité. Mais en tout cas, d'un point de vue comptable, l'Assemblée nationale avait bien prévu une rentabilité des radars. Donc vous avez raison. Cela dit, on va voir ce que ça fait. 1,2 milliard des radars collectés. L'impôt sur le revenu, c'est 80 milliards à peu près. L'argent des taxes carburant, c'est 40 milliards à la louche. Donc vous voyez, c'est pas anodin, 1,2 milliard quand même. Hein. C'est une somme rondelette. Enfin, moi, je la veux bien. Jacques, je vous écoute. Alors, autre chose, bon, maintenant, c'est le concours du plus génial qui lancera à la vitesse la plus basse. Donc, s'il y en a un qui dit 30, pour être plus intelligent, il faut dire 20. Oui. Autant se déplacer à cheval, comme ça on polluera moins, et puis voilà, les choses seront réglées. Moi, il y a des trottinettes qui me doublent maintenant. Alors Jacques, là-dessus, sur ce point, j'entends que la baisse des limitations de vitesse vous irrite un petit peu. Je voudrais revenir, et c'est l'occasion, hein, pareil, de vous donner un petit peu de quoi affûter les couteaux quand vous en parlez en société. Quelqu'un vous dit, bah moi j'ai un truc, il suffit de respecter la limitation. Oui, tout le monde a ça, et pourtant il y a de plus en plus de flashs chaque année. Un jour, ces gens-là se font flasher aussi, et ils mettent aussi au pot commun. Lorsqu'on a mis en place l'expérimentation du 80 km/h sur 3 portions de route qui traversaient 4 départements à l'époque, le résultat avait été qu'il n'y avait pas eu de baisse des accidents. Pire encore, ça ne concernait que de mémoire 200 km de route en France. Peanuts, 1 million de kilomètres de route, 200 bandes concernées. Et ils avaient trouvé le moyen de relever des morts sur ces axes routiers-là. Ce qui veut dire que le 80 était un échec dans son expérimentation. Et quand ils avaient rendu les résultats de l'expérimentation, allez voir, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein, ils avaient rendu l'expérimentation en disant, bon, alors sur les accidents, ok, ça n'a pas marché là. Mais on a noté une réduction de 2 km/h des vitesses moyennes. C'est donc que ça marche. Et voilà comment on fait prendre des vessies pour des lanternes. Voilà aussi pourquoi aujourd'hui, il y a un tel imbroglio, et je pense que c'est ça que vous voulez dénoncer, Jacques. C'est qu'on ne sait plus quelle est la limitation de vitesse en France.
Et puis autre chose, bon, moi, à l'époque, j'étais un gros rouleur. Bon, je rentrais la nuit de Dijon, de Lyon, donc je faisais 200, 300 km sur l'autoroute. Je roulais à 150, 160, je m'endormais jamais. Tant mieux. Par contre, non, mais tant mieux. C'est normal. Mais quand vous roulez à 150, 160, vous êtes attentif, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes vif. Ouais. Quand vous roulez à 110, 90, la nuit, une autoroute déserte, la linéarité de la route, le ronronnement du moteur, là vous piquez du nez. Et c'est tellement vrai, je le disais tout à l'heure au monsieur qui m'a gentiment accueilli au téléphone, la première cause de mortalité sur l'autoroute, c'est l'endormissement au volant, c'est pas la vitesse. Ça, tout le monde le sait, on a des statistiques. Et plus on roule doucement, plus on s'endort vite. Alors Jacques, vous avez raison sur 99% de ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'effectivement, une vitesse trop basse sur autoroute va créer... C'est un somnifère. Voilà, il y a ça. Et pire, notre cerveau, le cerveau humain, fonctionne à risque constant. C'est-à-dire que si vous prenez un sous-risque sur la vitesse... parce que vous ne roulez pas vite, vous êtes à 100 km/h sur autoroute, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre votre téléphone portable, vous allez faire autre chose au volant, et du coup, vous en devenez dangereux sur un autre facteur. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une chercheuse au CNRS, Madame Fabrigoul, qui m'a appris ça, et franchement, je le remercie, parce que je ne suis pas un spécialiste du cerveau. Et donc, vous avez raison là-dessus. Merci. En revanche, il y a un point sur lequel vous n'avez pas raison. Et là, je suis obligé. Sur le 150-160 km/h qui ne génère pas d'endormissement, peut-être, mais dans tous les pays qui ont testé, notamment l'Autriche qui a testé le 150 km/h sur autoroute au lieu du 130, ils ont bel et bien constaté une augmentation de l'accidentalité. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Autriche ? Ils sont revenus à 130 parce qu'ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Reconnaissons-leur au moins l'effort d'avoir essayé. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils essaient actuellement ? Ils essaient le 140. Et le 140, pour l'instant, se traduit par un effet nul sur l'accidentalité. Donc, vous avez peut-être en partie raison. Peut-être que 130, ça peut être levé un peu. Je peux juste soulever un petit point, c'est que j'entends Jacques par rapport à son expérience personnelle, quand il rentrait de Lyon et de Dijon. Mais le cas de Jacques n'est pas le cas de toute la population. Ne jamais oublier que ce qu'on vit pour nous n'est pas pour les autres, Jacques. Vraiment, gardez toujours ça avec du recul. C'est-à-dire, si demain vous autorisez 150, le problème, c'est qu'il y en a un qui va se trimballer avec une Fiat Panda d'il y a 20 ans, qui va la pousser comme un dingue alors qu'il n'y avait que 4 vitesses sur le rapport. Il va se retrouver à 140, 150. La voiture n'étant pas adaptée à un freinage d'urgence, qu'est-ce qui va se passer ? S'il a besoin de sa voiture, il va partir dans le décor. Donc vous voyez, en fait, on n'a pas les mêmes réflexes selon l'âge qu'on a. Mais là où Jacques a raison, c'est qu'il faut arrêter avec ce vent de baisse constant de la limitation de vitesse, parce que la France est un pays où les Français, contrairement à ce qu'on pense, roulent très bien en vitesse moyenne par rapport à nos voisins européens. On roule plutôt doucement, les Français roulent plutôt doucement, et globalement, il faut arrêter de culpabiliser. En revanche, de là à porter la vitesse à 150 sur autoroute, les statistiques nous font dire que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Est-ce que c'était... Non, mais je vous rejoins, mais je parle de la nuit avec une autoroute déserte. Les statistiques, sans doute... Non, mais c'est pareil. Quand il n'y a personne sur l'autoroute, je vais rentrer dans la barrière. Non, mais vous pouvez... Exactement. Mais oui. Oui, mais ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a différents... Il y a 150 au moment où il y a un trafic, où il y a d'autres... mais ça paraît logique. C'est plus dangereux. Ça tombe sous le sens. Alors, vous avez raison, Jacques. Bien sûr que vous ne craignez pas pour votre vie si vous êtes à 150 sur une ligne droite à 3 voies où il n'y a personne. Ou si vous craignez que pour votre vie à vous tout seul, peut-être. Et encore, avec le dispositif de glissière, on est d'accord, vous avez raison. Sauf qu'une réglementation doit s'appliquer tout le temps. On ne peut pas faire une réglementation comme ça qui varie selon le véhicule, selon machin. Donc, aujourd'hui, le bon sens nous fait dire, et franchement, Jacques, on va se le dire entre nous. Déjà, vous avez vu le vent actuel ? Il y a la Convention citoyenne pour le climat qui réclame le 110 km/h. Il y a Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, qui est d'accord avec ce type de baisse de vitesse, si je ne m'abuse. Vous avez Anne Hidalgo, maintenant, qui vous dit qu'elle est favorable à toutes les baisses de limitation de vitesse. Franchement, on va essayer de garder ce qu'on a, ça sera déjà beau. Voilà, ce sera déjà pas mal. Et si vous me permettez une dernière remarque, les conducteurs sont tellement traumatisés qu'ils ont les yeux rivés sur le compteur, parce que 90, 70, 50, vous avez tellement peur de perdre des points que vous regardez le compteur. Et un jour, je vais écraser une bonne femme, et on va me dire, qu'est-ce que vous faisiez ? Je regardais le compteur. Non, mais ça, par contre, c'est une réalité. Je pense qu'on se regardait tous en studio, là. On a tous le même réflexe. On a les yeux rivés sur le compteur. Et moi, on m'a appris un truc un peu béaba. C'est que normalement, les yeux, c'est sur la route. Mais bon...
Oui, non, normalement, c'est à travers le pare-brise. C'est mieux. Tiens, Jacques, d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on aime bien poser à ce moment de l'émission, puisque Pierre Chasseret, avec 40 millions d'automobilistes, veut faire aussi un cahier blanc ou un livre blanc à proposer aux candidats à la présidentielle. Quelle serait, vous, la proposition que vous feriez au futur président de la République ? Pour la route, évidemment. Qu'il arrête de fumer la moquette et de baisser la vitesse continuellement. Moi, j'ai envie de dire, on va traduire ça, qu'ils arrêtent de prendre des mesures parisianistes qui correspondent à un état d'esprit ultra-urbain, peut-être au cœur de ville, des très très grandes villes, et finalement qu'on comprenne, il faut juste leur rappeler quelque chose à nos politiques. Il faut leur dire, la France, c'est comme quand ils partent en vacances. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre la route, on a besoin de partir en vacances, on a besoin de se promener, mais sauf que pour eux, c'est les vacances. Pour nous, c'est aller au travail, le lien social. Eux, ils proposent des lois qui ne vivent pas, qui ne subissent pas. Ils ont des chauffeurs. C'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même plus facile de respecter la réglementation quand c'est le chauffeur qui perd les points. C'est clair. C'est sûr. Merci beaucoup, Jacques. Merci de m'avoir accueilli sur votre antenne. Bonne émission. Merci à vous et bonne soirée. Et soyez prudents si vous êtes actuellement sur les routes où effectivement les limitations de vitesse changent à peu près tous les 200 ou 300 mètres, sauf sur l'autoroute. Quoique ça dépend des secteurs. C'est la vraie mesure qui nous est réclamée, c'est-à-dire une uniformisation de la limitation de vitesse. Et puisqu'on se rend compte que dans les départements qui sont repassés à 90, on a les mêmes stades d'accident que dans ceux qui sont restés à 80, reportons la limitation comme avant. Édouard Philippe, il a fait une connerie. Il a, je pense, de bonne foi tenté quelque chose. Il y croyait, il a été certainement mal conseillé, mais ça marche pas. Donc il faut avoir le courage politique. C'est du courage de dire je me suis trompé. Tiens, je pose la question, Édouard Philippe, puisque je le connais. Édouard, est-ce que tu accepterais une interview ? Moi, je vais te voir au Havre. On en parle ensemble de ce 80 et peut-être que tu pourrais faire ton mea culpa en disant, et je tutoie Édouard parce que je le connais dans la vie, peut-être qu'il pourrait faire son mea culpa, Édouard, et dire je me suis trompé sur le 80, j'ai voulu faire très bien et je me suis trompé. Je pense qu'il en sortirait vraiment plus que grandi. Oui, mais alors en pleine année électorale, je ne suis pas persuadée moi j'ai du respect pour les gens qui disent je me suis planté. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour notre rendez-vous Ça roule du dimanche soir. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 18h. D'ici là, passez une très très belle soirée et une belle semaine aussi à l'écoute de Sud Radio. Salut Pierre. Allez, bon week-end à tous, soyez prudents et bon appétit.